Madame la directrice de cabinet, représentant le président de la République, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur l'amiral, chef d'état-major des armées, Monsieur le général gouverneur militaire de Paris, Monsieur le recteur de l'Académie de Paris, représentant le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le maire, Monsieur le chancelier, Madame et Messieurs les secrétaires perpétuels, Mesdames, Messieurs, chers confrères, je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée des 5 académies qui se tient selon l'usage le mardi le plus proche du 25 octobre, jour anniversaire de la création de l'Institut, qui eut lieu le 3 Brumaire en 4 ou mieux, le 25 octobre 1795. Il me revient en premier lieu le triste devoir de rappeler la mémoire de nos confrères disparus depuis la dernière séance solennelle de rentrée qui eut lieu le mardi 25 octobre 2011. Nous avons perdu à l'Académie française Félicien Marceau, Hector Bianchiotti, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, parmi les associés étrangers, Jean Bingen, Antonio Garcia, Gerardo Gnoli, parmi les correspondants étrangers, Manfred Meyerhofer, Jacques Duchesne-Guillemin, à l'Académie des sciences, Constantin Vago, Yves Laporte, parmi les correspondants, Roger David, Jean-Marc Lost, Jean Robieux, Michel Durand-Delga, parmi les associés étrangers, Frédéric Hitzerbrugg, à l'Académie des Beaux-Arts, Pierre Schoendorfer, Georges Mathieu, Jacques Tadei, parmi les associés étrangers, Anthony Tapiès, parmi les correspondants français, Brigitte Engerer, à l'Académie des sciences morales et politiques, parmi les associés étrangers, Václav Havel, parmi les correspondants, John Anthony Jolowitz. Nous saluerons avec respect leur mémoire en pensant au rôle qu'ils ont joué au sein de nos compagnies. Je vous remercie de bien vouloir vous lever. La tradition veut que pour notre séance commune, le bureau de l'Institut choisisse un thème de réflexion développé par les délégués de chaque académie qui nous en feront découvrir les divers aspects. Le thème retenu cette année est la transparence. Interviendront successivement M. Jean-Claude Trichet, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la lecture de son discours intitulé « Transparence et démocratie ». M. Michael Lévinas, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour son discours intitulé « La transparence, ce qui transparaît, de la transparence en musique ». Madame Catherine Césarski, déléguée de l'Académie des sciences, pour son discours « Un univers opaque et transparent ». M. Jean-Pierre Maillet, délégué et président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour son discours « Voile et dévoilement ». M. Jean Clair, délégué de l'Académie française, pour son discours intitulé « Au péril de la transparence ». Le discours de nos orateurs devra-t-il illustrer le thème de la transparence en étant lui-même transparent? La question que je pose ne concerne bien sûr pas l'évidente clarté d'expression de chacun de nos confrères.
c'est de façon plus abstraite la question de la limpidité de la langue qui est en jeu. Victor Hugo, dans un essai intitulé « Littérature et philosophie mêlées », publié en 1834, a dressé un tableau historique de la langue française, considérant au XVIe siècle le français devenu langue de la nation, cette langue qui se fait et se faisant se remplit de mots nouveaux. Il écrit « Elle semble parfois chargée, bourbeuse et obscure. Ce n'est pas sans troubler profondément la limpidité de notre vieil idiome gaulois que ces deux langues mortes, la latine et la grecque, y ont si brusquement vidé leur vocabulaire. » Image doublement frappante. On y retrouve la vieille métaphore de l'eau pour désigner la langue, mais surtout on y voit repris à travers le mot limpidité l'idéal de clarté et de transparence si souvent associé à la langue française, notamment depuis le XVIIIe siècle. Poursuivant la métaphore, Victor Hugo souligne la décantation qui débute alors et va redonner à la langue son caractère limpide. Je le cite. « Au commencement du XVIIe siècle, cette langue trouble et vaseuse subit une première filtration, opération mystérieuse, faite tout à la fois par les années et par les hommes, par la foule et par le lettré, par les événements et par les livres, par les mœurs et par les idées. » Pour Victor Hugo, ce processus a donné l'admirable langue de Mathurin-Régnier, de Molière, de La Fontaine, puis de Saint-Simon. Mais il ne s'arrête pas. Et après d'autres moments de filtration, d'épurement, il a produit à la fin du XVIIIe siècle une langue, toujours Victor Hugo, parfaitement claire, sèche, dure, neutre, incolore et insipide, langue admirablement propre à ce qu'elle avait à faire, mais aussi langue incapable de colorer le style. On aura donc compris que pour Hugo, le moment où la langue atteint son état de transparence maximale, est-ce un hasard, se situe à l'époque où elle laisse passer les Lumières, devient la langue des philosophes. Mais il ne constitue pourtant pas un aboutissement. Ensuite viendra le siècle des poètes, le sien, quand la langue française ayant dépassé le stade de la transparence, retrouvera des couleurs et reprendra du corps. On le sait bien, l'opacité, les ombres, les mystères n'ont jamais effrayé Victor Hugo, mais nous y reviendrons plus loin. Attardons-nous un instant à cette idée séduisante d'une langue française, fruit d'une longue maturation qui serait un modèle de limpidité et de clarté, et dont la transparence obtenue naturellement aurait permis qu'elle s'exportât facilement dans l'Europe entière. Idéal reconnu dès le XVIIIe siècle dans son essai de l'universalité de la langue française par Antoine de Rivarol, qui en fait même un caractère de supériorité absolue sur toutes les autres langues européennes. Idéal que poursuit toujours un siècle plus tard Rémy de Gourmont, lorsqu'il entend dans son ouvrage intitulé « Esthétique de la langue française » comprendre comment le français peut se maintenir dans ce qu'il nomme sa pureté originelle. Idéal ou idée qui imprègne encore aujourd'hui certaines consciences littéraires. C'est au XVIIe siècle, siècle du classicisme et du roi Soleil, constitue invariablement l'éclosion de ce qu'on nomme également le génie de la langue française. Bien sûr, pour Rivarol, avant que le tempérament d'un peuple ne s'incarne dans sa langue, que le français ne devienne ce cristal pur, il a fallu que parviennent à maturité une société, un pouvoir politique et une nation même. Alors, pour le citer, on commence à distinguer autant de nuances dans le langage que dans la société. Et de toutes les façons, écrit-il, il faut qu'une langue s'agite jusqu'à ce qu'elle se repose dans son propre génie. Notons décidément cette image de l'eau, teintée cette fois d'un peu de scientisme. Mais la langue française n'en possède pas moins, toujours selon Rivarol, des qualités propres qui lui permettent d'atteindre la supériorité qui est la sienne pour dire les choses. Ces qualités sont la clarté et l'ordre. Et Rivarol d'écrire dans un renversement pour le moins osé, ce qui n'est pas clair n'est pas français. Et de conclure de façon moins lapidaire, si l'anglais a l'audace des langues à inversion, il en a l'obscurité, et sa syntaxe est si bizarre que la règle y a parfois moins d'application que d'exception. Il ajoute surtout de façon moins polémique, à propos du français cette fois,
Quand cette langue traduit, elle explique véritablement. Ainsi, la langue française serait une langue transparente, dans la mesure où elle permettrait mieux que d'autres d'accéder au sens, de déployer la pensée. Vieux mythe d'une langue idéale, d'une langue adamique. Pour reprendre la formule d'un de nos contemporains, le traducteur et poéticien Henri Mesconic, qui présenterait une parfaite adéquation des mots et des choses, des mots et des idées. Adéquation idyllique que combattait déjà Socrate face à Hermogène et à Cratyle. Et s'il ne s'agit pas d'un mythe, conception assurément réductrice de la langue comme simple véhicule de la pensée. Parler de la langue en seuls termes de transparence et d'opacité, de clarté et d'obscurité, n'est-ce pas en effet la ramener à une fonction de communication? N'est-ce pas la cantonner à n'être qu'un média entre le monde et soi et le monde et les autres? L'une et l'autre conception, ne penser la langue qu'en termes utilitaires, qu'en tant que signe, ou au contraire, rêver la langue comme transparente, blanche, primitive, ainsi débarrassée de toute épaisseur historique ou subjective, rencontrent leurs limites. Rivarol reconnaissait lui-même qu'il n'existe pas de langue mère, de langue source. Citons-le une dernière fois. Si les mots avaient une origine certaine et fondée en raison, si on démontrait qu'il a existé un peuple créateur de la première langue, les mots radicaux et primitifs auraient un rapport nécessaire avec l'objet trouvé. Ce serait ce que les théologiens nomment la langue que parla le premier homme. Mais tout le monde sait qu'en français, il est des mots d'origine inconnue, et qu'un mot comme calibre, par exemple, a parcouru un long chemin depuis le grec, où il renvoyait à une forme de chaussure, en passant par l'arabe, où il désigna un moule à métaux, jusqu'au sens et aux usages qu'il a aujourd'hui pour nous. Et d'ailleurs, s'il est difficile d'admettre une transparence étymologique et morphologique du français, n'est-il pas encore plus risqué de ne faire d'une langue qu'une somme de mots? Comment garantir une transparence de la langue quand celle-ci est agencement de signes, discours? Il y eut pourtant en France, à l'époque des Corneille, Molière et Racine, une tentative pour composer des discours dans une langue qu'on aurait pu qualifier de transparente, qui répondait du moins à un ethos de la transparence. Cela concerne l'éloquence de la chair, cet art du prédicateur dans lequel Bossuet porta la langue française à une forme de perfection. Pourtant, user d'une rhétorique toute humaine et utiliser les ressources de la langue n'allait pas de soi pour les prédicateurs. On craignait qu'à parler de Dieu en une langue trop belle, on ne suscitât l'idolâtrie ou on ne détourna l'homme de l'amour divin. Mieux valait, disait-on, par exemple sous l'impulsion de Bernard Lamy, laisser agir la parole divine dans le cœur de l'homme. Et pour cela, le prédicateur ne devait rien faire d'autre que de dissoudre la langue en tant que signe, s'attacher à effacer les propriétés spécifiquement agissantes du langage humain, bref, laisser agir Dieu. Cette transparence du discours s'appuyait sur une mystérieuse conception du cœur de l'homme, capable de dialoguer directement avec son Créateur. On en revenait à la vision d'une langue blanche ou inspirée et à une communication de cœur à cœur, guère éloignée finalement de celle que nous évoquions tout à l'heure. À notre époque, où, comme l'indiquait déjà en 1935 le dictionnaire de l'Académie française, la transparence de concept physique qu'elle était est devenue un concept moral, il paraît pertinent de s'interroger sur ce que révèle cette inlassable quête d'une langue transparente. Il nous faut pour cela réentendre les voix du passé, celles encore de Rémy de Gourmont, de Victor Hugo. Assurément, dans ce concept voisin de la transparence que certains lettrés ont attaché à la langue française, la clarté, s'exprimait une préoccupation esthétique. On voulait que le français fût une langue de grâce, de goût, que l'on plaçait alors de douceur tempérée, et le naturel et l'ordre étaient les critères de goût que l'on plaçait alors le plus haut. C'est encore ce que recherche dans son esthétique Rémy de Gourmont, qui entend maintenir la beauté de la langue française et pour cela la préserver des déformations, des monstrueux barbarismes, des mots étrangers, des mots savants et obscurs. Mais dans une contradiction qui ne s'avouait pas comme telle, on voulait aussi qu'elle fût universelle, utile et utilisée dans toute l'Europe. Le même Rémy de Gourmont affirme qu'il y a deux sortes de peuples, ceux qui imposent leur langue et ceux qui se laissent imposer une langue étrangère. Faut-il penser la langue en seuls termes de beauté,
Quels critères de goût pourraient être retenus en la matière et d'efficacité, car qui pourrait soutenir qu'une langue ne sert qu'à communiquer? Dans un cas, on ne considère la langue que dans sa morphologie, dans l'autre, elle est assimilée à un signe. Mais poursuivant les deux objectifs, n'obtient-on pas une langue claire, sèche, dure, neutre, incolore, insipide, la langue transparente, à elle-même que critiquait Victor Hugo? De distillation en distillation, on a, dit-il, ajouté à la pureté et à la lapidité de l'idiome qu'en le dépouillant de presque toutes ses propriétés savoureuses et colorantes. On remarquera dans cette phrase qu'on quitte l'idéal de liquidité translucide pour entrer dans des images plus organiques, plus corporelles, de la saveur, du corps, des couleurs. Ce sont les poètes et tous ceux qui la pratiquent en tant que stylistes, selon Hugo, qui pourront en redonner à la langue française. Et l'auteur des Contemplations d'énumérer les qualités complexes et touffues de cette nouvelle langue. Je le cite. Elle a 1000 lois, elle, 1000 secrets, 1000 propriétés, 1000 ressources, qu'elle multiplie les unes par les autres. Elle a aussi sa prosodie intérieure et toutes sortes de petites règles. De là, une harmonie toute neuve, plus riche que l'ancienne, plus compliquée, plus profonde, et qui gagne tous les jours de nouvelles octaves. La langue ne laisse plus passer la lumière, elle résonne comme une musique. Elle n'est plus transparente au point qu'on en voit le fond, elle est infiniment profonde. Un lac profond, un puits philologique, dirait aujourd'hui le dramaturge et poète Valère Novarina. On le voit, poser la question de la transparence de la langue, et particulièrement de la langue française, c'est aller bien au-delà d'un simple jugement de goût ou d'une comparaison entre les langues. C'est s'interroger véritablement sur la conception même de la langue, partagée entre deux extrêmes qui la nient, celle d'un simple véhicule, sans existence propre, donnant accès au sens, et à l'opposé, celui d'un monde foisonnant et obscur, qui, ne valant que pour lui-même, finirait par être vide de sens. Si l'opacité est une menace, la transparence l'est tout autant, car elle est essentiellement illusoire. Ce n'est pas là une vérité seulement linguistique. Mes confrères vont à présent en développer ici les implications dans les divers domaines qu'ils ont choisi de traiter. La parole est maintenant à M. Jean-Claude Trichet, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour son discours intitulé « Transparence et démocratie ». Merci, Madame le Président. Transparence. Rarement dans l'histoire de nos sociétés, un mot aura connu aussi soudainement un tel succès d'usage. Il est utilisé 8 fois plus fréquemment dans les livres français dans les années 2000 qu'il ne l'était en 1975. Le phénomène semble être universel. Il en est même en anglais pour transparency, en allemand pour transparente. Comment expliquer un tel succès aussi universel en l'espace d'une génération? Qu'y a-t-il dans la notion de transparence qui soit si puissant, si décisif et qui puisse s'imposer avec une telle simplicité et une telle évidence comme une notion essentielle, peut-être aujourd'hui la notion essentielle dans nos démocraties? Le mot n'est pas utilisé par Montesquieu, tout au plus parle-t-il de la publicité des actes comme étant l'essence d'une société politique équilibrée. Le mot n'est pas utilisé dans le sens contemporain par Jean-Jacques Rousseau, qui, à ma connaissance, l'utilise au sens de transparence de l'âme, dans les Confessions. Je voudrais pouvoir rendre mon âme transparente au lecteur. Ce n'est pas non plus le mot utilisé par Kant dans son ouvrage Vers une paix perpétuelle. Pourtant, nous sommes bien là proches d'une réflexion sur la transparence, puisque Kant y qualifie de formule transcendantale du droit public le fait que les principes qui guident les actions relatives aux droits des personnes doivent être compatibles avec leur propre publicité. La transparence, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, me semble réunir un vaste ensemble de notions qui sont toutes essentielles pour le fonctionnement de nos démocraties. Je vois pour ma part 5 dimensions importantes, sans prétendre épuiser la richesse et la complexité de la notion. La première dimension est celle de la clarté. Cette clarté s'oppose à l'obscurité scolastique. J'en trouve une illustration frappante chez Descartes,
dans cette critique radicale du philosophe français qui a permis l'émergence des Lumières. Dans le discours de la méthode, le mot transparence est absent, mais le mot clarté est utilisé à 23 reprises. Clarté de l'entendement, clarté d'esprit, clarté des idées. Si cette clarté ne s'identifie pas à la transparence, elle en est très proche. On songe à un passage célèbre du discours, parlant des philosophes médiocres, Descartes écrit, je cite, « Il me semble pareil à un aveugle qui, pour se battre sans désavantage contre un qui voit, l'aurait fait venir dans le fond de quelque cave fort obscure. » Et il conclut, je cite toujours, « Je ferai quasi le même en publiant les principes de ma philosophie que si j'ouvrais quelques fenêtres et faisais entrer du jour dans cette cave où ils sont descendus pour se battre. » La publication, assimilée au jour qui entre, Kant parlera lui-même de la perfidie des politiques qui craignent la lumière. On retrouve précisément la deuxième dimension, celle apportée par les Lumières elles-mêmes, dont le nom suggère fortement l'idée de transparence. Les Lumières véhiculent la liberté de penser, de s'exprimer, la recherche et l'expression de la vérité, la critique du mensonge en politique. Elles s'inscrivent contre Machiavel, dont le prince devait user de ruse et circonvenir l'esprit des hommes. Le secret du prince n'est pas seulement d'ailleurs une opacité passive, c'est un secret actif qui exige, quand il le faut, la divulgation volontaire d'informations fausses mais vraisemblables. De son côté, Voltaire écrit « Louis XI n'avait-il pas raison quand son ambassadeur se plaignant que les ministres ducs de Bourgogne mentaient toujours, il lui répondit « Eh, bête, que ne mens-tu plus qu'eux ?» Une troisième dimension essentielle est l'assimilation du gouvernement démocratique à l'information pleine, entière et fidèle du citoyen. Tocqueville insiste sur les dangers de l'ignorance dans les démocraties. La concentration du pouvoir et la suggestion des individus augmentera proportionnellement à l'ignorance de ceux-ci, selon lui. Une quatrième dimension importante est celle de l'existence et de l'organisation d'un débat public. Très stimulante de ce point de vue est la réflexion de Kant sur l'Öffentlichkeit, souvent traduite par sphère publique ou publicité, dans son ouvrage Vers la paix perpétuelle. Kant prend la mesure de ce que nous qualifierions probablement aujourd'hui de transparence des principes et des doctrines qui inspirent le comportement des institutions de l'État. Il considère comme fautives et inacceptables les doctrines qui perdraient leur efficacité et ne pourraient atteindre leur but si elles étaient publiées. Il affirme d'ailleurs qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de l'application d'un principe moral, mais bien d'un principe juridique. Et il pousse plus loin la réflexion en affirmant que toutes les maximes qui exigent d'être rendues publiques, de sorte qu'elles puissent effectivement parvenir à leur fin, sont en accord à la fois avec le droit et avec la politique. Enfin, au-delà de ces 4 premières dimensions, est apparue plus récemment une 5e dimension décisive, je crois, de la transparence, celle de la mise en œuvre effective de la responsabilité des gouvernants et des responsables publics et privés. La transparence apparaît alors non seulement comme la condition du fonctionnement responsable des institutions de la démocratie, mais aussi comme le garant du respect de la conduite éthique et comme l'outil le plus efficace pour lutter contre la corruption et pour assurer le strict respect des règles déontologiques. Transparence internationale est le nom donné à l'organisation non gouvernementale qui se consacre à la lutte contre la corruption au niveau mondial. En France, la Commission pour la transparence financière de la vie politique, créée en 1988, procède au contrôle des déclarations de patrimoine de 6000 personnalités. La transparence, aujourd'hui, réunit donc, je crois, les 5 dimensions précédentes. Aucun des auteurs cités ne faisait usage du mot transparence au sens d'aujourd'hui. Mais le mot que nous utilisons si fréquemment depuis 30 ans, 8 fois plus qu'il y a 30 ans, unit dans un concept nouveau les notions de clarté, de sincérité, de large diffusion des informations, de débat public approfondi et de responsabilité morale et éthique. La transparence contemporaine va aussi plus loin dans la mise en œuvre effective des 5 notions précédentes. Elle entend faire de toutes ces dimensions un usage volontairement actif, qui suppose non seulement clarté, mais la plus grande clarté possible, qui suppose non seulement l'accessibilité des informations, mais la plus large diffusion volontaire possible de ces informations. Non seulement
l'existence d'un débat public, mais sa stimulation volontaire en temps réel, non seulement la responsabilité des autorités et le contrôle de leur déontologie, mais l'organisation de leur responsabilité quasi immédiate vis-à-vis de la plus large opinion publique. Les technologies nouvelles de l'information et de la communication jouent un rôle décisif dans cette expansion de la transparence contemporaine dans toutes ses dimensions d'espace et de temps. Ce n'est pas étonnant, le même phénomène a été observé lors de l'invention de l'imprimerie, lors de la création des journaux et au moment de l'expansion des grands médias de masse. Tous les portails gouvernementaux de nos démocraties contemporaines mentionnent désormais l'avènement de la transparence nouvelle. J'ai eu la curiosité de regarder le site de l'exécutif américain. On y précise que le premier jour de son mandat, le président a signé le mémorandum sur la transparence et le gouvernement ouvert. Le second paragraphe du mémorandum commence par ces mots : « Le gouvernement doit être transparent. L'administration, y est-il écrit, doit maîtriser les technologies nouvelles. » Toutes nos démocraties se présentent maintenant à leurs concitoyens de cette manière résolument active, nous dirions aujourd'hui proactive. L'information, la communication, la discussion ouverte et même la responsabilité démocratique sont présentées comme devant être rapides, quasi immédiates, universelles, grâce à l'utilisation résolue de la technologie. La transparence prend la forme d'un appel pressant à la participation de tous au processus de décision démocratique en temps réel. Les administrations publiques nous disent les démocraties, notre démocratie comme les autres, devraient pouvoir bénéficier de la connaissance qui est largement répandue dans la société et ouvrir toutes les occasions possibles pour les citoyens de participer directement à l'élaboration des politiques. Une nouvelle cyberdémocratie idéale pourrait ainsi naître sous nos yeux. Un immense champ nouveau de réflexion s'offre à nous. Quelles sont exactement les implications pour le fonctionnement de la démocratie représentative de l'utilisation par les institutions et par les citoyens des technologies nouvelles et des réseaux sociaux? Si le débat public se déroule en quelques demi-journées entre des millions de citoyens reliés électroniquement, quel est le rôle futur du Parlement et de ses commissions? Comment s'assurer que les citoyens électroniquement silencieux ne sont pas systématiquement négligés? Comment s'assurer que le gouvernement démocratique lui-même ne se voit pas dicter sa propre conduite par la pression décuplée d'émotions immédiates, laissant peu de place à la préoccupation du long terme? Ce sont autant de questions ouvertes auxquelles il est impérieux de réfléchir si l'on ne veut pas assister passivement à des phénomènes entièrement nouveaux, susceptibles de bouleverser non seulement nos démocraties représentatives, mais bien la société civile dans son ensemble. Les présentations officielles, les portails gouvernementaux que j'ai évoqués sont résolument asymétriques. Les autorités publiques affirment qu'elles entendent être transparentes vis-à-vis du public, grâce en particulier aux vecteurs décisifs que sont les technologies nouvelles. La réciproque, c'est-à-dire citoyens et société civile, eux-mêmes disciplinés parce que transparents vis-à-vis des pouvoirs, a été dénoncée, en particulier avec une force particulière, par Michel Foucault. Un concept central dans cette perspective est celui du panopticon de Bentham, qui consiste à surveiller un grand ensemble d'individus depuis un lieu unique avec un seul surveillant. Le raffinement de ce concept est que les surveillés ne savent pas s'ils sont ou non réellement surveillés, mais ils en font normalement l'hypothèse. Le panopticon est aujourd'hui réalisé techniquement à très large échelle, au niveau d'une grande métropole, par exemple, par le truchement de la télésurveillance. Dans l'entretien qu'il donne dans la préface de L'œil du pouvoir, Michel Foucault parle de l'idée technique d'un pouvoir omniregardant qui est l'obsession de Bentham. Le problème posé à nos démocraties par le défi que les technologies nouvelles lancent à la vie individuelle de leurs concitoyens, à leur vie publique et privée, est très réel et ressenti comme tel. Nous pouvons voir émerger une société technologique de surveillance généralisée, anticipée par Bentham, Orwell et Foucault. Indépendamment des perspectives nouvelles offertes par les technologies, la transparence doit en effet être réellement asymétrique pour être démocratique. Elle s'adresse principalement aux autorités et au pouvoir et doit respecter un haut degré de confidentialité vis-à-vis des citoyens, ainsi du secret de l'isoloir, ainsi du secret médical, ainsi du respect de la vie privée et de la stricte séparation entre le domaine public
et le domaine privé, qui est souligné en particulier par Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne. Dans ce domaine aussi, Kant a proposé une analyse très fine. Il fait d'un côté une critique radicale du mensonge, qu'il condamne, même s'il ne porte tort à personne, car même dans ce cas, il porte tort à l'humanité elle-même. Mais cela ne veut pas dire, selon lui, que l'on peut se permettre de se dévoiler intégralement. La nature même de l'homme fait qu'il ne peut, en toutes circonstances, je cite Kant, penser à voix haute. Pour assurer l'équilibre approprié de la surveillance des citoyens, lorsqu'elle est tentée d'aller au-delà de ce qui serait légitime, ce qui est toujours possible, compte tenu des progrès de la technologie, un concept nouveau a été proposé, correspondant à un mot nouveau, celui de sous-veillance. La sous-veillance est un néologisme français, mais inventé par un professeur anglo-saxon à partir du mot français surveillance, qui est utilisé en anglais principalement dans le sens de surveillance policière. La sous-veillance consisterait pour les citoyens à utiliser eux-mêmes les moyens technologiques à leur disposition, en particulier, mais non exclusivement, les téléphones portables assortis des fonctions d'appareils photographiques et de caméras pour surveiller d'en bas, d'en dessous, les autorités et les pouvoirs publics. Que le mot transparence et la notion nouvelle, complexe, proactive qu'il signale, est ainsi gagné une position centrale dans le fonctionnement et la représentation que nos démocraties politiques donnent d'elles-mêmes est impressionnant. Cela l'est d'autant plus que le phénomène semble avoir été simultané, récent et rapide. Devant un phénomène de cette nature, une question naturelle est de savoir si, au-delà de la sphère proprement démocratique, la notion de transparence est utilisée plus largement dans nos sociétés. C'est bien ce que l'on constate. Nos sociétés exigent la transparence dans le domaine de la santé et des médicaments. Nous avons la Commission de la transparence en France qui évalue les médicaments et veille à la publication des informations. Dans le domaine de l'alimentation, la première page du portail du ministère de l'Agriculture pose en exergue l'expression « la transparence, c'est la confiance ». Nos sociétés sont de plus en plus exigeantes en matière de transparence au sens large, s'agissant de toutes les dimensions de la société. De même, et à titre d'illustration, en matière économique, budgétaire, financière et monétaire, l'émergence d'un concept nouveau de transparence s'est affirmée au niveau de l'économie mondiale depuis la crise asiatique de la fin des années 90. La communauté internationale a adopté 2 codes, tous deux intitulés « Code de bonne pratique de la transparence » en 1998 pour la transparence budgétaire et en 1999 pour la transparence monétaire et financière. Comme nous l'avons observé dans le domaine de la démocratie politique, il s'agit pour l'ensemble des autorités d'appliquer un nouveau concept de transparence au sens large qui vise la publication des responsabilités et objectifs des autorités publiques, des conditions dans lesquelles ils doivent faire rapport et qui fixent leurs règles éthiques et déontologiques. Et depuis la crise financière mondiale qui se manifeste depuis les années 2007 et 2008, nous assistons à une généralisation de l'exigence de la transparence financière privée elle-même. C'est, en résumé, l'ensemble des messages qui sont adressés en ce moment même par le G20, le Conseil de stabilité financière et toutes les autorités prudentielles. L'idée centrale est que la transparence, c'est-à-dire l'accès à une information sincère, complète, actualisée et utilisable, est une condition nécessaire, sinon suffisante, de la stabilité financière. Ainsi, cette transparence nouvelle, universelle, dont la fortune récente et l'énergie juvénile sont étroitement liées au progrès contemporain des technologies de l'information et de la communication, se met au service de toutes les dimensions sociétales. Observons qu'elle n'est pas elle-même dépourvue d'ambiguïté. Elle a l'ambition de rendre exemplaire la démocratie politique traditionnelle, mais elle stimule radicalement la contre-démocratie impolitique, entre guillemets, analysée par Pierre Rosanvallon. Elle rend théoriquement possible une dangereuse surveillance sociale généralisée de type orwellien, mais elle renforce la vigilance des citoyens auxquels elle offre les moyens techniques d'une surveillance permanente des autorités et des pouvoirs. N'en doutons pas, nos sociétés changent très profondément. Il est impérieux
de maîtriser ces transformations, il y a peu de tâches plus urgentes aujourd'hui que celles consistant à baliser le très vaste espace public dans lequel la transparence doit se déployer complètement. Également urgent est le jalonnement des nombreux seuils que la transparence ne doit pas franchir, en particulier le secret de l'isoloir, la sphère de la vie privée, le misérable petit tas de secrets de Malraux et cette pensée intime dont parle Kant qu'il ne faut pas exprimer à voix haute. Je vous remercie. Merci, chers confrères. La parole est maintenant à M. Michael Lévinas, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour la lecture de son discours intitulé « La transparence, ce qui est transparent, de la transparence en musique ». Je vous remercie, Madame le Président. Les sons peuvent-ils être transparents? Y aurait-il des musiques que l'on pourrait qualifier de transparentes? L'interrogation semble paradoxale, à moins qu'elle ne conduise à aborder d'emblée la question de la métaphore, de l'allégorie et de la transmutation dans les arts. Est-il nécessaire de préciser que la transparence est un critère utilisé par les acousticiens pour définir une analyse objective d'un enregistrement stéréophonique? La transparence, pour ingénieur du son, est en quelque sorte un critère de perfection de l'enregistrement, de ce que l'on appelle une perception sans voile. Il est aussi d'usage en acoustique d'utiliser les critères d'analogie spectrale avec les couleurs pour définir certains bruits et certains sons, comme le bruit blanc ou le bruit rose, par exemple. Un son transparent serait-il alors un son sans composante spectrale, ou pour le dire autrement, un son inaudible? Certes non. En musique, la transparence engendre souvent le transparaître. Le lien entre ces deux termes est important. J'entends par transparaître dans le domaine sonore non seulement le fait qu'un timbre se manifeste au travers un autre, et non pas qu'ils se superposent, mais aussi que l'un est transformé par l'autre selon diverses modalités qui se déroulent dans le temps. Un son qui s'en va fait place à un autre son, selon deux ondes acoustiques qui donnent naissance à une succession de battements complexes et subjectifs de ce transparaître progressif. Il temporalise le passage d'un son à l'autre sans être pour autant ni un mixage ni un principe cinématographique de fondu enchaîné. De ce fait, le son subit des modifications, des métamorphoses qui ouvrent un champ important de la composition et de l'interprétation. Comme compositeur et pianiste, j'attache une importance primordiale à ces phénomènes psychoacoustiques, spectraux, notamment dans l'art de l'orchestration, l'écriture et le toucher pianistique depuis le XIXe siècle, ou bien encore dans les mixtures de l'orgue. Transparaître. Ce terme n'est pas utilisé par les acousticiens, mais il requiert d'emblée, pour moi, une dimension métaphorique déterminante. Si on peut parler de transparence en musique, et que celle-ci est considérée à certaines époques comme une qualité recherchée, en revanche, à ce qui serait son antonyme, l'opacité, des compositeurs comme Olivier Messiaen substituent à la luminosité de la transparence et au transparaître qui en découle une manière toute picturale de désigner certains timbres et certaines musiques en les qualifiant de noirs ou de grises, ce qui, dans la bouche de Messiaen, était un jugement péjoratif. La musique devrait être lumineuse, à savoir colorée. Il n'empêche
que dans l'histoire de la musique, l'opacité, dans son rapport antinomique avec la transparence, ne saurait se réduire à une qualité négative. Mais qu'est-ce donc que cette transparence que le musicien voit en entendant? Il se trouve d'emblée confronté d'un seul tenant à l'abstraction, à la pure matérialité du son, mais aussi aux autres dimensions du musical, à savoir ce que j'ai appelé dans le passé l'au-delà du son, ainsi que les correspondances et les analogies, la représentation visuelle et imaginaire qu'implique la musique, notamment dans le domaine de l'opéra, du théâtre et de la scène en général et du monde cinématographique. Qu'entend le musicien? La transparence ou comme la transparence, surtout s'il admet qu'il ne s'agit pas là d'une catégorie strictement métaphorique, poétique, allégorique. Elle renverrait au concept aristotélicien du diaphane et à une sensibilité phénoménologique plus récente. Mais doit-on dire diaphane ou transparence? Citons les propos d'Anka Vasiliou dans sa thèse. Le diaphane, ce concept, porte en lui tous les mouvements de la pensée aristotélicienne, de nombreux retours, reconsidérations, redéfinitions, à l'aide desquels l'auteur circonscrit à la fois la notion en question, le transparent, le diaphane, en lui adjoignant ses corrélatifs, la lumière, le visible, la vue, la couleur. Il y a donc du diaphane, porte en lui tous ces mouvements de la pensée aristotélicienne, de nombreux retours, reconsidérations, redéfinitions, à l'aide desquels l'auteur circonscrit à la fois la notion en question, le transparent, le diaphane, en lui adjoignant ses corrélatifs, la lumière, le visible, la vue, la couleur. Il y a donc du diaphane, affirme Aristote dans le 2e livre du traité de l'âme. Cependant, Quémond Barbotin, dans l'édition des Belles Lettres, traduit le mot grec diaphanès par transparent, et dans une traduction plus récente de Robert Bodéus, diaphanès est traduit par le mot transparence. Sans prolonger le débat philologique autour de cette question, je cite un passage du texte d'Aristote qui a retenu mon attention dans la traduction de Bodéus. Il y a donc de la transparence, et non pas il y a du diaphane. Or, par transparence, j'entends ce qui, bien que visible, ne l'est pas de soi pour dire les choses simplement, mais en raison d'une couleur qui lui est étrangère, et telle est la qualité de l'air, de l'eau, de beaucoup de solides, car ce n'est pas en tant qu'eau ni en tant qu'air que ces corps ont de la transparence, mais du fait qu'ils sont dotés d'une certaine nature qu'on retrouve identique en chacun des deux et dans le corps éternel supérieur. Encore un mot de ce texte d'Aristote. Dans sa traduction du traité de l'âme, Jean Tricot précise, comme le font d'autres traducteurs, que ce corps éternel, situé dans la région supérieure de l'univers, désigne l'éther, qui tient une place importante dans la pensée d'Aristote, chez les Grecs et dans la pensée médiévale. L'éther, pour le musicien, a souvent représenté une source d'inspiration, en ce qu'il évoque l'aspiration vers le haut, l'affranchissement de la gravitation tonale et le surnaturel sonore. Le compositeur fait ainsi l'expérience de l'inouï, de l'atmosphérique, de la dématérialisation du phénomène acoustique, de la transcendance en musique qui, paradoxalement, nécessite le savoir physique du son. La musique éthérée appartient au système tout en l'excédant. La transparence est peut-être un autre mot pour désigner cette expérience à la fois réelle et sublime. Nous admirons tous l'atmosphère de Lontano et Lontano de Ligeti ou les nuages stochastiques de Xenakis. Revenons à la métaphore, voir le son dans la transparence, voir le son transparent. Aristote parle de l'or et de l'air. J'entends personnellement dans la question de l'air le souffle, le mouvement respiratoire de Narcisse et Thésis, la vibration par sympathie, toutes ces préoccupations qui ont fondé mon travail de compositeur et d'interprète. Permettez-moi d'évoquer un souvenir personnel
Alors, jeune pensionnaire, compositeur à la Villa Médicis, je travaillais comme pianiste les années de pèlerinage de Liszt et je composais un concerto pour piano. Je me rendis à Tivoli, à la Villa d'Este. Je retrouvai immédiatement, en traversant les loggias du jardin, le souffle et le bruit blanc des fontaines, la transparence de l'eau dont Liszt, dans son œuvre Les Jeux d'eau de la Villa d'Este, avait voulu formaliser en recherchant des timbres inouïs et éthérés grâce au recours à une écriture virtuose. Ce fut pour moi une révélation, au sens où je comprenais, pour reprendre l'expression d'Aristote, qu'il y a bien du transparent dans la musique et que le toucher de l'interprète doit pouvoir exprimer par la virtuosité un phénomène sonore de nature à la fois polyphonique et allégorique. D'ailleurs, historiquement, ces gerbes irisées des jeux d'eau listiens ne sont pas très éloignées d'autres ondes aquatiques et nuées transparentes enveloppant l'orchestre wagnérien, notamment dans le prélude de l'Or du Rhin. Ce qui m'intéresse chez Liszt, c'est que la transparence n'est pas la conséquence d'une musique écrite pour la scène. Il ne s'agit pas d'une transparence destinée à être représentée et illustrée, mais d'une structure purement sonore. Liszt aura donc entendu et contemplé la transparence de l'eau, ces bruissements troubles multiples, modulés par les espaces acoustiques, réverbérés par les loggias et les vasques. Cette écoute par le regard engage à son tour un nouveau type de métaphore, si fondatrice à la fin du XIXe siècle de la question de la transparence aquatique du timbre telle qu'elle se déploie dans la virtuosité pianistique qui marquera de manière indélébile l'école impressionniste. Des merveilleuses pages de Messiaen à ce sujet dans son 6e volume de composition. Cette écoute du timbre et virtuosité de l'écriture et du geste instrumental auront été déterminants dans mon travail de composition, notamment dans l'écriture du concerto pour un piano espace. Pourquoi ce modèle est-il si important ? Le modèle de l'eau est déjà en soi une écriture de la virtuosité. Je pense à l'utilisation du trémolo des tris néo-baroques, dont la caisse de résonance sympathique du piano continue à brouiller subtilement et à susciter à la perception une transparence précisément. Cette caisse de résonance fait naturellement écho à la résonance spatiale des loggias qui réverbèrent le son, pareil aux anciennes relations entre le contrepoint et l'harmonie dans sa verticalité. Le modeste laisse transparaître à travers l'effet du brouillage acoustique ce nuage sonore qui, du point de vue de l'écriture, représente les figures du contrepoint correspondant à l'évolution des grilles harmoniques devenues trémolo et tri par-dessus une mélodie sous-jacente. Ce sont ces polyphonies même et ces mélodies qui transparaissent dans le bruit de l'autre et qui formalisent le monde du son. En le formalisant, donne naissance à une écriture suspendue et éthérée. Liszt, dans la partition, cite les évangiles, sed aqua quam ego dabo fiet in eophont aqua salientis in vitam aeternam. Permettez-moi d'ajouter à cette citation une autre référence extraite de l'Ancien Testament au moment où Moïse reçoit les tables de la loi en présence du peuple. Et le peuple vit le son du chauffard. Par analogie lointaine, nous pouvons dire que Liszt vit le son de l'eau en même temps qu'il l'entendit. L'écriture semble désormais se voiler et se dévoiler des phénomènes en résonance et timbres harmonie qui se diffusent à toute la polyphonie, à la mélodie, à l'harmonie. C'est ainsi qu'il faut entendre, par exemple, chez Debussy, pour ne citer que cet exemple, le célèbre prélude voile aux polyphonies constituées de lignes paradoxales transparaissant les unes des autres dans une fluidité trouble, affranchie de toute rhétorique cadentielle, de toute pesanteur et gravité, comme la petite phrase de Vinteuil dans La Recherche. Je pense aussi à un vers sublime de Verlaine dans Les Fêtes galantes. Et sanglotés d'extase, les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. Il est évident que mon commentaire des jeux d'eau de la Villa d'Este, avec ses gerbes transparentes, vibrantes, brouillées et cristallines, rejoint mon expérience personnelle, modeste, de compositeur et interprète. Le bruit blanc, le souffle dans mon concerto laisse transparaître
les modulations des instruments de l'orchestre. Qu'en était-il du regard sur le son dans les années 80 ? En ce temps, les jeunes compositeurs sortis de la classe d'Olivier Messiaen auscultaient les lois internes du son. L'heure était à la célébration du développement de l'informatique musicale et des nouvelles technologies. Messiaen, imperturbable, continuait à croire à une musique colorée qui se voit autant qu'elle s'entend. Il parlait souvent de la lumière diffractée et harmonique des vitraux des maîtres verriers de la cathédrale de Chartres. Ne risque-t-il pas d'arriver que trop de transparence altère le phénomène de transparence lui-même ? Toute réalité perçue dans sa réalité même deviendrait métaphorique. J'ai évoqué les maîtres verriers de la cathédrale de Chartres. Le maître verrier, en laissant transparaître la lumière, en la métamorphosant, transcende-t-il aussi le réel ? N'y a-t-il pas une autre transparence, un diaphane, qui pourrait aller jusqu'à la profanation du réel et non jusqu'à la sublimation ? Au jeu d'eau de la Villa d'Este s'opposerait alors le poème en prose de Baudelaire, Le mauvais vitrier. Je cite ce passage où Baudelaire est saisi d'une haine aussi soudaine que despotique à l'égard de ce pauvre vitrier qui montait sans doute les étages avec une vitre transparente, sans qualité particulière, une vitre tout simple, quasi triviale. Enfin, il parut. J'examinai sérieusement toutes ces vitres et je lui dis « Comment ? Vous n'avez pas de verres de couleur, des verres roses, rouges, bleus, des vitres magiques, des vitres de paradis. Impudent que vous êtes. Vous osez vous promener dans mes quartiers pauvres et vous n'avez même pas de vitres qui fassent voir la vie en beau. La vie en beau. » La fenêtre transparente du mauvais vitrier n'est-elle pas déjà un filtre magique derrière lequel cette réalité était immanquablement transmutée ? Le réel est-il perceptible dans une totale transparence ? Alors, la vitre transparente ne pourrait jamais tout à fait l'être, même si elle ne peut sans doute pas faire voir le réel de la vie en beau. N'y a-t-il pas là une proximité, une sensibilité du poète avec l'acte de foi de Messiaen et son invitation à s'ouvrir à une musique colorée, une musique dont la vocation est de laisser transparaître plutôt que d'être totalement transparente ? Et que faire du crépuscule ? Ni transparent, ni opaque. Pourtant, quelque chose dans la transparence s'interposerait immanquablement. Toute représentation ne serait-elle pas déjà transmutation du réel ? Je vous remercie. Merci, chers confrères. La parole est maintenant à Madame Catherine Cesarski, déléguée de l'Académie des sciences pour la lecture de son discours intitulé « Un univers opaque et transparent ». Merci Madame la Présidente. La tâche de l'astrophysicien est de dresser l'inventaire de l'univers et de détailler sa structure et son évolution. L'univers n'est accessible que par l'observation, et la lumière est le principal messager. Aujourd'hui, l'astrophysicien ne se contente pas de capter la lumière visible des astres, la seule à laquelle ses yeux sont sensibles. Il sonde le ciel dans toutes les couleurs de l'invisible, des douces ondes radio aux violents rayons gamma, en passant par les micro-ondes, l'infrarouge, le visible, l'ultraviolet et les rayons X. Chacun de ces rayonnements apporte des informations distinctes qu'il tente de décrypter sur les phénomènes physiques qui régissent l'univers. Mais ces informations ne lui parviennent que si les rayons lumineux ne sont pas déviés ou absorbés entre leur lieu d'émission et la Terre, c'est-à-dire que si, pour eux, l'espace intervenant est transparent. Dans un lieu où le ciel nocturne est très pur, on perçoit à l'œil nu non seulement des étoiles et des étendues laiteuses, mais également des régions où il ne semble pas y avoir d'étoiles. On appelle ces petites portions sombres du ciel les nébuleuses obscures. Ainsi,
les Indiens des hauts plateaux du désert de l'Atacama ne se repéraient pas sur la voûte céleste en dessinant des constellations d'après la position des étoiles, comme nous, mais en traçant les contours des nébuleuses obscures, en cherchant des ressemblances avec des formes connues d'animaux et en leur attribuant des noms, la vigogne, le lama, le renard. Les nébuleuses obscures ont permis aux astrophysiciens d'appréhender pour la première fois l'existence de matières gazeuses très hétérogènes entre les étoiles. En réalité, il y a évidemment aussi des étoiles dans la direction des nébuleuses obscures, mais lorsqu'elles sont situées à l'arrière, leur lumière ne parvient pas à traverser des concentrations de gaz interstellaires qui sont comme des rideaux tendus entre elles et la Terre. Les nuages interstellaires, composés essentiellement d'hydrogène et d'hélium, contiennent aussi de minuscules grains de poussière, de taille comparable à la longueur d'onde de la lumière visible. Les grains, qui ne constituent qu'environ 1% de la masse du nuage, absorbent ou diffusent très efficacement la lumière visible. En conséquence, les nuages sont opaques dans le visible. Pour scruter l'intérieur des nuages ou pour voir au-delà, on fait appel à des instruments capables de déceler des lumières de l'infrarouge aux ondes radio, dont les longueurs d'onde sont supérieures à la taille des grains de poussière. À ces longueurs d'onde, les trajectoires des rayons lumineux sont peu perturbées par les rencontres avec les grains de poussière, donc les nuages sont transparents. L'hydrogène sous forme atomique émet des ondes radio à une longueur d'onde de 21 cm. On peut facilement, grâce à cette lumière si peu absorbée dans l'espace interstellaire, localiser et cartographier les nuages de gaz, tant denses que diffus. Mais dans des nuages massifs, où le gaz est particulièrement dense, les atomes d'hydrogène se relient 2 par 2 en molécules, comme ils le font dans l'air que nous respirons. Et donc, il n'y a plus d'émission à la longueur d'onde de 21 cm. Pour l'hydrogène moléculaire, il n'y a malheureusement pas d'émission caractéristique dans les ondes radio, mais on détecte dans les nuages denses de nombreuses émissions dues à une grande variété de molécules, et en particulier celle du monoxyde de carbone, qui nous renseigne partiellement sur la masse et la température des nuages. C'est au sein des nuages moléculaires que se forment les étoiles, et cela fait des décennies qu'on souhaite observer le déroulement de ce phénomène. Les radiotélescopes millimétriques au sol, tel l'interféromètre de l'IRAM au plateau de Bure, près de Gap, avait donné quelques pistes. Mais ce n'est que récemment, grâce au satellite européen Herschel, qui est actuellement en orbite autour du Soleil et qui emporte le plus grand télescope spatial de l'histoire, avec un diamètre de 3,50 m et des instruments novateurs dans l'infrarouge lointain, que l'on a pu faire des observations fines de l'intérieur de ces nuages, si opaques à d'autres longueurs d'onde. On a découvert qu'à l'intérieur des nuages, le gaz est réparti en filaments, comme un immense macramé. Sur les branches les plus denses, sous l'effet de l'attraction gravitationnelle, la matière s'effondre le long des filaments, amenant la formation de cœurs denses de matière. Certains d'entre eux atteindront à terme des densités centrales et des températures suffisamment élevées pour que des réactions de fusion nucléaire puissent se déclencher et deviendront des étoiles. Depuis des décennies également, les astrophysiciens essayent de comprendre quels sont les processus qui déterminent la répartition des étoiles en fonction de leur masse. Les observations d'IRAM et d'Herschel tendent à montrer que la structure chaotique du nuage, acquise en avance du processus de formation d'étoiles, joue un rôle décisif dans la genèse de la fonction de masse des étoiles. L'une des dernières fenêtres d'observation qui vient de s'ouvrir est celle des rayons gamma de très haute énergie. Ces rayons interagissent avec l'air dans la haute atmosphère terrestre et produisent des flashs de lumière bleue que l'on sait depuis peu détecter. On pourrait penser que ce rayonnement, le plus énergétique de l'univers, serait aussi le plus pénétrant, le plus immuable, et qu'il pourrait donc nous apporter sans fléchir des informations sur les confins de l'univers. En fait, il n'en est rien. Pour les rayons gamma de très haute énergie, l'univers est loin d'être transparent. Ces rayons sont fragiles. Ils perdent petit à petit leur énergie en traversant l'espace entre les galaxies. En effet, cet espace est empli de lumière provenant des étoiles et des galaxies et par un rayonnement qui est présent dans tout l'univers, relique de l'explosion originelle, le Big Bang. Les rayons gamma de haute énergie ont des énergies très supérieures à l'énergie de masse, E égale mc2, des protons et surtout des électrons.
Ils interagissent avec les lumières à d'autres longueurs d'onde et au gré de leur rencontre, leur énergie se transforme en matière. Des paires d'électrons et de leur contrepartie à charge électrique positive, les positrons, sont créés. En conséquence, aux énergies les plus élevées observées, équivalentes à 1000 fois l'énergie de masse d'un atome d'hydrogène, on ne peut pas voir de source de rayons gamma plus distante qu'environ 300 millions d'années-lumière, soit seulement environ 0,5% du rayon de l'univers observable. Le problème ne se pose pas si l'on s'intéresse à des photons gamma dont les énergies sont 3 ordres de grandeur plus basses. Dans cette gamme d'énergie, l'univers est bien transparent. À l'aide d'instruments placés à bord de satellites, les astronomes détectent des bouffées d'émissions de rayons gamma qui durent de quelques secondes à quelques minutes. Les directions d'arrivée sont réparties de manière uniforme dans le ciel, sans aucun lien avec les contours de notre galaxie, la Voie lactée, ce qui indique que les bouffées d'émissions sont provoquées par des événements lointains, bien au-delà de la Voie lactée. On a pu déterminer la distance d'une partie d'entre eux. Certains figurent parmi les astres les plus lointains que nous les connaissions actuellement. Ils doivent donc être intrinsèquement extrêmement brillants, puisque l'énergie lumineuse qui nous atteint est si élevée, en dépit de l'énorme distance qui nous sépare. On attribue ces explosions cataclysmiques à la mort d'étoiles de très grande masse. Comme la lumière se propage à une vitesse finie, lorsque l'on observe un astre lointain, on le voit comme il était dans le passé. Les sursauts gamma, que nous sommes en mesure de détecter dans la majeure partie de l'univers observable, apportent des informations précieuses sur l'histoire de la formation d'étoiles de grande masse dans l'univers, depuis les premières générations d'étoiles jusqu'à présent. Nous avons vu comment la large palette électromagnétique à laquelle nous avons accès permet de sonder des phénomènes très divers dans l'univers, pour comprendre son évolution et l'origine de ses composantes. Ainsi, avec les sursauts gamma, on a déjà pu observer un phénomène qui s'est déroulé alors que l'univers n'avait que 5% de l'âge qu'il a actuellement. Mais peut-on remonter encore plus loin dans le temps? Pour tenter de répondre à cette question, il faut reprendre le problème à l'envers. Au lieu de partir du présent et de remonter le temps, il faut partir du début, de l'origine des temps. Sur la base d'un ensemble d'observations très diverses mais concordantes, les astrophysiciens considèrent aujourd'hui que l'univers est né dans une grande explosion, le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Il était au départ extrêmement chaud et dense. Dans ce chaudron apocalyptique, le rayonnement et les particules élémentaires échangeaient leurs énergies, le rayonnement engendrant la matière et réciproquement, un peu comme la création de paires électrons-positrons émanant des interactions entre les rayons gamma de haute énergie et la lumière des étoiles dont je vous parlais tout à l'heure. Outre peut-être un ensemble de particules élémentaires qui nous reste à découvrir, les constituants des noyaux de la matière normale, ainsi que des électrons et des positrons, ont été créés. Quand l'univers avait un âge de l'ordre de la dizaine de microsecondes, les noyaux d'atomes n'existaient pas encore. À la place, il y avait une soupe de leurs constituants, un plasma de quarks et de gluons. On tente aujourd'hui de reproduire les conditions de l'univers primordial en générant des collisions de noyaux lourds dans les accélérateurs les plus performants. Ainsi, au CERN à Genève, grâce au LHC, on a entamé de tester avec l'instrument ALICE les propriétés du plasma de quarks et de gluons. L'expansion était rapide. L'étirement continu de l'espace amenait une diminution de la densité d'énergie de lumière et de matière équivalente à un refroidissement. Puis, les quarks et les gluons ont été confinés dans des noyaux d'atomes et la matière normale s'est retrouvée majoritairement sous la forme de protons, qui sont des noyaux d'atomes d'hydrogène et d'électrons. À ces températures élevées, la lumière empêchait que des atomes neutres d'hydrogène, un proton lié à un électron, puissent perdurer. Les électrons n'étaient donc pas attachés au noyau, mais se déplaçaient librement et déviaient fortement les rayons lumineux qui passaient près d'eux, les obligeant à décrire des trajectoires désordonnées, chaotiques, de sorte que l'univers était totalement opaque. Mais au bout de 380 000 ans, l'énergie des grains de lumière avait tellement diminué comme conséquence de l'expansion qu'il n'était plus capable d'arracher les électrons aux atomes d'hydrogène. En l'absence d'électrons libres,
les trajectoires des rayons lumineux n'ont plus été perturbées de façon significative et l'univers est devenu transparent à son propre rayonnement. La lumière originelle, découplée de la matière, a continué son expansion tout en gardant l'empreinte des petits grumeaux initiaux, graines de galaxies, à partir desquelles toute la structure de l'univers actuel allait émerger. Aujourd'hui, le rayonnement fossile du Big Bang est toujours là, mais sous l'effet de 13,7 milliards d'années d'expansion, il n'est plus qu'à une température de 3 degrés absolus, soit moins de 170 degrés centigrades, ce qui correspond à une émission dans les micro-ondes. Il est le témoin direct le plus précoce dont nous puissions disposer pour comprendre l'origine de l'univers, et est donc porteur de renseignements de toute première importance pour la cosmologie. Le satellite européen Planck, lancé en même temps que le satellite Herschel et toujours en orbite, nous en amène les données les plus précises. À partir de 380 000 ans, l'univers était bien devenu transparent, mais il n'y avait pas grand-chose à voir. Pas encore d'étoiles ni de galaxies, uniquement du gaz neutre. On appelle cette période les âges sombres. L'expansion se poursuivait, mais en même temps, la gravité jouait son rôle de grand rassembleur et remodelait les inhomogénéités originelles, densifiant les zones vides et les zones denses et vidant encore plus les zones vides. On pourra un jour, à l'aide d'énormes radiotélescopes très innovants, mesurer grâce à l'émission à 21 cm de l'hydrogène atomique l'évolution des accumulations de gaz dans cette période. Les âges sombres ont pris fin quelques centaines de millions d'années plus tard, à une date que les astrophysiciens n'ont pas encore pu déterminer, avec la formation des premières étoiles et galaxies. La nouvelle lumière, née cette fois des réactions nucléaires au cœur des étoiles, recommença immédiatement à séparer les électrons des protons dans les atomes d'hydrogène. Le gaz entre les galaxies est ionisé, mais trop dilué maintenant pour rendre l'univers opaque dans le visible. On pourrait penser qu'ayant tiré parti des dernières avancées de la technologie, comme nous avons su le faire jusqu'ici, pour traquer à toute longueur d'onde les secrets de l'univers, nous aurions réussi à les percer. Mais en fait, il n'en est rien. Nous savons que la matière normale, celle dont nous-mêmes et la Terre sont faits, est en fait moins de 5% de la matière énergie totale, que le reste, de nature inconnue, est en partie ce que nous appelons matière noire, capable d'exercer une attraction gravitationnelle et par conséquent, comme prédit par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, d'infléchir la trajectoire des rayons lumineux. Nous croyons savoir aussi qu'une force mystérieuse s'exerce sur l'univers et accélère son expansion. On parle d'énergie noire qui emporte la plus grande part de la matière-énergie de l'univers. Une autre façon pour l'univers d'être opaque, cette fois-ci à notre entendement. Merci, chers confrères. La parole est maintenant à M. Jean-Pierre Mahé, délégué et président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour la lecture de son discours intitulé « Voile et dévoilement ». La transparence est un luxe de l'innocence. C'est pourquoi au Jardin d'Éden, elle était superflue et néanmoins omniprésente. Adam et Ève n'en avaient nulle notion puisqu'ils n'avaient rien à voiler ni à dévoiler. L'homme et la femme étaient nus et n'en éprouvaient pas de honte. Et pour cause, car leur nudité était à la fois opaque et transparente. La gloire dont le Créateur les avait couronnés, selon le psalmiste, était si rayonnante qu'elle eût ébloui tout regard indiscret. Elle les couvrait d'un voile immatériel, plus impénétrable que la plus dense des étoffes. Non point toutefois aux yeux du véritable héros de cette histoire, le plus sage des vivants que le Seigneur Dieu avait créé dans le jardin, c'est-à-dire le serpent, seule conscience critique du paradis. Lui, au moins, n'avait nul besoin de croiser le regard de la femme pour percer à jour toutes ses pensées. Enroulé derrière elle dans l'arbre de la connaissance, il admirait sa chair diaphane et sa longue chevelure, sachant bien qu'il lui suffirait d'attendre pour voir, comme l'écrit Paul Valéry, le long d'un dos si frais
frémir la désobéissance. Mais une fois décelée cette impulsion secrète, le rusé reptile devrait se montrer persuasif pour transformer la tentation en péché accompli. C'est ici que se superpose à la transparence innocente de la première femme une transparence contrefaite, celle du tissu de mensonge ou du voile cousu de fil blanc, où il empêtre sa victime pour la faire trébucher dans la faute. Elle chancelle la grande urne. La trame du tentateur est à l'origine de la transparence artificielle, la gaze, le tulle et autres dentelles si prisées des créateurs de mode. Mais leur invention ne suivit pas aussitôt la chute. Elle exigea un surcroît de concours diaboliques, comme le pagne en feuilles de figuier que se cousirent Adam et Ève, dépouillés de leur gloire première, voilaient à peine leur piteuse nudité. Le Créateur leur tailla des tuniques de peau, opaques, mais quelque peu épaisses, et tenant plus de l'emballage que de la haute couture. Il fallut attendre, selon le livre d'Hénoch, que les anges déchus s'éprissent des belles caïnites qui leur extorquèrent le secret des fines mousselines et des modesties vaporeuses, si commodes pour feindre la pudeur tout en se dévoilant. En réalité, cette transparence suggestive a plus à cacher qu'à montrer. Elle se délecte de l'illusion des sens. Elle égare la vue pour mieux éblouir l'intellect. Elle gomme les imperfections de la chair pour créer le mirage d'une forme parfaite qui n'existe évidemment plus dans le bas monde où nous vivons. Si l'on admet l'existence d'un drame primordial, péché originel ou catastrophe cosmogonique, on jugera que l'aveuglement des consciences individuelles et l'opacité des relations sociales sont une fatalité inéluctable. Au contraire, si l'on veut y voir des accidents de l'histoire, le processus devrait être réversible. Le rêve d'un ordre social tout à fait transparent a hanté l'Orient bien avant l'Occident, à toutes les époques, et non pas seulement de l'âge des Lumières à Karl Marx ou à Mao Tse-tung. Des penseurs en ont esquissé la figure et des révolutionnaires ont tenté de l'instaurer par la persuasion ou par la contrainte. Pour souligner l'intemporalité du phénomène, son ubiquité culturelle et géopolitique, nous citerons l'exemple du végétarien communiste Mazdak dans l'empire sassanide du VIe siècle de notre ère. Constatant que le monde est issu d'un mélange de bonne lumière et de ténèbres mauvaises, Mazdak souhaitait rendre à l'âme sa clarté native, engloutie dans l'obscurité de la chair. C'est pourquoi il interdisait toute consommation de chair animale. Grâce à cette diète, les ombres de la conscience s'estomperaient peu à peu et nos personnes, émaciées par l'ascèse, deviendraient moralement transparentes. Dès lors, plus de secrets entre nous, plus de vie privée, plus de mariage institutionnel et plus de propriété. Chacun serait l'égal de tous et saurait tout de son voisin. Cette transparence égalitaire ruinait les trois fonctions traditionnelles de la société iranienne, royale, militaire et productive. Si Kavad, le grand roi sassanide, feignit un moment de soutenir Mazdak, ce fut uniquement pour abattre les princes. Mais aussitôt ce but atteint, il ouvrit les portes de fer du Grand Caucase et laissa les Huns écraser les débordements populaires. Mazdak périt, mais il fallait aussi éradiquer sa doctrine. C'est pourquoi, sur ordre du roi, les chantres épiques procédèrent à une véritable damnatio memoriae. L'Arménien Moïse de Corène, auditeur de leur déclamation publique, les a entendus brocarder l'hérétique en persiflant sa bonne conduite qui n'était pas bonne, son art de faire que le mensonge ne put être pris en défaut, les services que lui rendaient les démons. Un être aussi diabolique méritait un châtiment exemplaire. C'est pourquoi Hruden, le dieu de l'orage, l'enchaîna au sommet d'une haute montagne à l'égard des monstres pervers et des plus célèbres réprouvés de la mythologie. Dans sa célèbre synthèse sur l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, Jean Starobinski a montré que la transparence cristalline recherchée par le philosophe dans tous ses écrits
aurait pour conséquence, si jamais elle était atteinte, de rendre l'être humain tout à fait invisible. Comment peut-on paraître aux yeux de ses semblables si l'on ne fait pas tache sur la limpidité du ciel? Nous avons besoin d'une certaine dose de ténèbres pour être perçus comme des individus distincts. Sans cela, nous serions intérieurs les uns aux autres. Il nous serait impossible de ressentir l'extériorité, c'est-à-dire l'existence objective de ceux qui nous entourent. Qu'on l'appelle discrétion, vie privée ou même mensonge, cette part d'opacité est nécessaire à la manifestation du groupe social, sans lequel les rapports humains seraient impossibles. Y aurait-il néanmoins quelque Dieu omniscient, plus intérieur à nous que nous-mêmes, qui nous percerait entièrement à jour et nous verrait comme ni autrui, ni nous-mêmes ne nous sommes jamais vus? Redoutable confrontation, selon Grégoire de Narek, le mystique arménien de l'an 1000. Point de manteau pour se voiler, ni de masque pour déguiser, ni fin discours pour s'approcher, ni travestissement pour tromper, ni de pied à ses ponts pour fuir, ni de dos pour faire demi-tour, ni de bouche à plaquer par terre, ni souterrain pour se tapir, car devant toi est nu tout ce qui est couvert, étalé au grand jour ce qui est invisible. Cette transparence-là menace les fondements mêmes de l'être. Selon le prophète Jérémie, la perspicacité divine ébranle la création tout entière. Je regarde la terre, dit l'Éternel, et voici le chaos. Je regarde les cieux, ils perdent leur lumière. Je regarde les monts, les voici qui vacillent. Pourtant, depuis qu'il a goûté à l'arbre de la connaissance, l'homme a conçu l'espoir d'une science transgressive qui lui permettrait de tout voir du regard même de Dieu. Pour le prémunir contre le danger de cette perspicacité déstabilisante, le Créateur a fait en sorte que, selon la formule d'Héraclite, la nature aime à se cacher. Dans son admirable essai sur le voile d'Isis, Pierre Hadot a décrit ce qu'il nomme l'approche orphique de la nature. Elle consiste à déchiffrer, grâce à la transparence des symboles, les secrets cachés sous le voile. On prétend ainsi, dans l'Orient hellénistique, découvrir les liens de sympathie qui unissent toutes les parties de l'univers et tous les niveaux de l'existence, de l'immense à l'infime et du plus humble au plus élevé. Loin de se limiter à des recherches circonscrites, cette entreprise de total dévoilement remet en cause la fixité des genres, la distinction des espèces, la singularité des individus. Elle aspire au rétablissement de la fluidité primordiale qui permet le passage de l'un au tout et postule du même coup la possibilité de revenir du tout à l'un. Pour apprendre à déchiffrer le grand livre de la nature, les sages se lancent dans la quête métaphorique d'un écrit introuvable qui renferme tous les secrets. Chercher le livre, c'est d'abord découvrir l'esprit en soi, mais c'est aussi appréhender la structure cachée du temple de l'univers. Le prologue d'un écrit magique alexandrin met en scène un pharaon qui ordonne à des savants de déchiffrer les stèles sacerdotales de Thoth, jalousement protégées par un talisman. Puis il construit, pour abriter cette révélation, un sanctuaire à 7 portes, comme les 7 métaux et les 7 planètes. Sur la dernière porte, il fait peindre le serpent Ouroboros, qui, en se dévorant la queue, donne l'image de l'unité du tout. Quiconque désirera accéder au secret devra pénétrer dans le temple en franchissant les 7 portes. Il parviendra ainsi par la pensée jusqu'au 8e ciel, au-dessus des sphères planétaires. Le moteur de cette ascension est l'émerveillement. Qu'il ne cesse de chercher celui qui cherche, dit l'évangile gnostique selon Thomas. Et quand il aura trouvé, il s'émerveillera et il régnera sur le tout. S'émerveiller, c'est adopter le point de vue du Créateur de la Genèse qui constate la beauté de chacune de ses créatures
au fur et à mesure que sa parole les appelle à l'existence. Les interprètes hellénistiques de la Bible hébraïque ne voyaient aucune contradiction entre les allégories de Moïse, tour à tour transparentes ou énigmatiques, et l'enseignement de Platon, selon qui les choses matérielles ont été façonnées par le démiurge sur le modèle des idées, elles-mêmes ordonnées en fonction du bien. Dans ces conditions, les corps sensibles deviennent le voile transparent des formes intelligibles qui remontent jusqu'à Dieu. De même que les hiéroglyphes donnent à l'initié une représentation immédiate et totale des concepts, ainsi les formes matérielles signifient les idées qui conduisent à la source ultime de l'être. Un moment en vogue chez les pères de l'Église, cette théorie néoplatonicienne fut condamnée au XIe siècle parce qu'elle aboutissait à élaborer une sorte de théologie naturelle indépendante de la révélation biblique. Jean Italos, prince des philosophes de Constantinople, qui attirait les foules en commentant Porphyre, Jamblique et Proclus, fut interdit d'enseignement en 1080. Une bonne part de sa doctrine eût péri s'il n'avait eu des élèves géorgiens. En effet, à la différence des empereurs byzantins qui imposaient à tous leurs sujets la même orthodoxie chrétienne, le roi de Géorgie, David le Reconstructeur, comprit au début du XIIe siècle qu'il devait accepter en Transcaucasie la coexistence du judaïsme, de l'islam et des diverses confessions chrétiennes, géorgiennes, arméniennes ou syriaques. Pour cela, il se mit en quête d'une sorte de vérité primordiale, antérieure à la division des cultes. C'est pourquoi il chargea Arsène, un disciple de Jean Italos, de créer au monastère d'Irkalto une prestigieuse école de philosophie. C'est là que fut instruit Chota Rustaveli, auteur du Chevalier à la peau de panthère, chef-d'œuvre absolu de la poésie géorgienne. Cette épopée romanesque est un déchiffrement orphique des symboles de l'univers. Tout en célébrant l'amour courtois de ses preux-héros pour leurs dames, Chota déclare d'emblée ses intentions métaphysiques. Je parle de l'amour-passion, qui relève du rang suprême. Celui qui tâche de l'atteindre en peut subir de grandes peines. Le poète avait recueilli chez Denis l'Aréopagite l'écho de la dialectique du banquet de Platon, de l'amour des beaux corps, on s'élève à la contemplation des belles idées, puis de là jusqu'au bien. Le sage Dionos, écrit-il, dévoile ce qui est caché. Dieu n'engendre que le seul bien, jamais le mal il ne fait naître. Réduisant le mal un instant, au bien il donne la durée. Autant le manque au bien suprême, il en rend la source parfaite. Au-delà du divertissement, le récit vise donc à soulever le voile des apparences passagères pour déchiffrer par transparence les réalités éternelles. En alternant deux couples d'amoureux, nocturnes et diurnes, Chota dépeint les deux faces de l'amour, passion dévorante et fatale qui retranche de la société des hommes Tariel, le chevalier à la peau de panthère, et le rapproche de l'animalité, ou au contraire, force sublime qui incite le héros Aftandil à se dépasser sans relâche. Le contraste des comportements humains prend alors une dimension cosmique. Il manifeste le principe caché de la cohérence du monde, où le croisement d'éléments opposés, clairs ou ténébreux, chauds ou froids, secs ou humides, lourds ou légers, fait coexister les contraires. Sous le modèle de l'État, régenté par son monarque, transparaît le gouvernement de la Providence. Le déchiffrement des symboles restaure l'unité de l'être. Le tout est l'un et l'un est tout. Notre microcosme intérieur s'égale au macrocosme. Le ciel et la terre se reflètent mutuellement. Je ne résiste pas au plaisir de citer ici la vieille traduction versifiée en 1621 par Clovis Esto de Nuisement de la table d'émeraude attribuée à Hermès Trismégiste dans le prologue romanesque d'un manuscrit arabe du Xe siècle. C'est un point assuré, plein d'admiration, que le haut et le bas n'est qu'une même chose pour faire d'une seule en tout le monde enclose des effets merveilleux par adaptation. L'opacité disparaît,
la nature dévoile entièrement ses secrets. Cette transparence totale n'est pas l'apanage exclusif des poètes et des artistes. Elle s'offre à quiconque sait regarder les choses comme s'il les voyait pour la première fois. D'un seul coup, se déchire l'écran d'accoutumance et d'utilitarisme qui s'interpose entre le monde et nous. La brume s'évapore, l'air devient transparent, l'horizon s'élargit. Quand bien même on n'aurait en vue qu'un objet minuscule, la structure d'un cristal ou l'aile d'un papillon, le voici relié au tout dont il est détaché, à l'ensemble de l'univers. Ainsi s'écarte le voile des apparences contrefaites et se constate la véritable transparence. Je sais bien qu'aujourd'hui, la question du voile est d'une récurrence chronique et que la transparence des gouvernants est un débat en vogue. Plus on se crispe sur ce genre de problème et moins on en perçoit la solution. C'est pourquoi j'ai pris mes distances avec l'actualité, non pour esquiver le débat, mais pour en découvrir les racines cachées dans l'histoire de la pensée, telle qu'elle se déploie dans des cultures exotiques ou anciennes, qui ne sont étrangères à la nôtre que superficiellement. À chacun de juger si la réponse qui s'esquisse est suffisamment transparente. Merci, chers confrères. La parole est maintenant à M. Jean Clerc, délégué de l'Académie française, pour la lecture de son discours intitulé « Au péril de la transparence ». Merci. L'expérience est commune, sinon triviale. On aperçoit à quelques pas de soi une femme que l'on chérit, on se précipite et l'on se brise la tête contre une porte de verre que l'on n'avait pas vue. La transparence est périlleuse, c'est un leurre. Élevons le propos. La nouvelle de Maupassant, le Horla, contient un épisode étrange. Pris de soif après avoir été victime d'un cauchemar, le narrateur prend une carafe pour se désaltérer. Je la soulevai en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Je ressentis une émotion si terrible que je tombai sur ma chaise. Puis je me redressai d'un saut pour regarder autour de moi, éperdu d'étonnement et de peur devant le cristal transparent. La transparence du cristal, au lieu de renvoyer à la transparence de son contenu, un peu d'eau, est devenue une transparence stérile, un vide et non plus la transparence d'un liquide frais et pur. La scène annonce dans le même récit une autre expérience du vide, celle où l'écrivain, se regardant dans l'eau d'un miroir, voit le miroir mais ne voit pas son visage. Le miroir est vide, sans reflet. La transparence est le début de l'horreur. Être transparent, c'est ne plus exister. C'est une version de l'homme qui a perdu son ombre. L'homme transparent est un Peter Schlemihl. Un autre exemple, à l'époque romantique, dans Faust, Wagner, son assistant, fabrique dans son éprouvette de petits hommes faits de cristaux transparents, qui sont les homoncules, les hommes de l'avenir. La carafe, le cristal, le verre, l'éprouvette, la glace, le miroir, autant d'outils ou de métaphores de la transparence, autant d'objets qui signifient la stérilité, l'artifice, l'épouvante. L'image du corps de verre est prise pour la première fois, je crois, comme métaphore de la folie dans les méditations de Descartes. Lorsqu'il évoque ces insensés de qui le cerveau, dit-il, est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile, mélancolique bien sûr, qu'ils s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre. Déjà dans le discours, on y faisait allusion tout à l'heure, Descartes faisait lui aussi allusion au déraisonnable désir d'avoir des corps d'une matière aussi peu corruptible que les diamants ou des ailes pour voler comme les oiseaux. Il sait aussi, par ailleurs, l'attrait qu'exerce sur l'esprit la matière translucide, métaphore occulte dans l'ordre de l'étendue, de la lucidité de l'évidence,
dans l'ordre de la pensée. Cette transmutation, dit-il, de cendre en verre me semblant être aussi admirable qu'aucune autre qui se fasse dans la nature. Un texte de peu d'années antérieur à celui de Descartes avait fait de l'homme au corps de verre le héros d'une nouvelle en forme de fable, le docteur Vidriera, l'une des nouvelles exemplaires que publie en 1613 Miguel de Cervantes. C'est l'histoire d'un jeune homme extraordinairement doué pour les choses de l'esprit, mais tout aussi extraordinairement indifférent aux choses de l'amour. Brillant étudiant à Salamanque, il séduit une dame du métier qui vint faire séjour à la ville. Celle-ci, constatant que notre petit Grimaud était plus attentif à ses livres qu'à faire l'amour, lui donne à manger du cotigna, c'est-à-dire du coing. Et en espagnol, le coing se dit membrillo, avec la connotation que vous imaginez. Le docteur tombe aussitôt terrassé, et après une crise qui se prolonge 6 mois durant, le corps sain mais l'esprit dément s'imagine qu'il est tout de verre, se gardant de tout contact, de crainte de se briser, mais donnant de sages conseils et se moquant de tous les métiers qui sont autant de rôles sur la scène de la comédie sociale. De ce point de vue, l'époque moderne, dans son usage incessant du verre, stérile comme le sable dont il vient, dans ses gratte-ciels, dans ses bureaux paysagers, dans ses outils de laboratoire, tubes à essai, éprouvettes, époque de la transparence, est l'époque élue de la folie et de la terreur. La langue des politiques nous a alertés sur cet avertissement, sur cet envahissement. Ainsi, au président d'une firme automobile sera-t-il demandé par le ministre au redressement productif de faire toute la transparence nécessaire. Ainsi, le président de la République demandera-t-il à l'Europe une transparence telle qu'elle cesse d'être une forteresse technocratique. Le plus troublant, Benoît XVI, 236e pape de l'Église catholique, pourrait-il être le dernier en raison de l'absence de transparence avérée du Vatican? C'est du cœur d'un État totalitaire qu'est venue cependant cette injonction à la transparence, sous le nom de glasnost, en 1985, pour assurer, disait son malheureux promoteur, la liberté d'expression et la visibilité des informations. Cette obsession de la transparence, qui se voudrait dictée par la raison et par la morale, est en fait la dernière étape d'une fantasmagorie née avec les Lumières, qui prétendait à la transparence absolue d'une humanité, qu'une fois qu'elle serait régénérée, deviendrait capable de rayonner dans son épaisseur. Le projet des Lumières, dans ce cas, s'abîme étrangement dans les magies de l'illuminisme et le règne de la raison dans un occultisme noir. C'est en effet une fantasmagorie à la Hoffmann et à la Goethe ou à la Louis Lambert chez Balzac qui lance la mode, puis la tyrannie de la transparence. Mesmer, le premier, convoque autour de son baquet les grands névrosés de son temps et les esprits fragiles. Il fait circuler entre eux un fluide universel émané, dit-il, du magnétisme cosmique. De proche en proche, les patients sont saisis de tremblements, de vapeurs. Une chaîne se forme, chacun devient partie d'un tout. D'étranges phénomènes accompagnent ces crises mesmériques. Un chien mort est ramené à la vie. Un somnambule peut voir l'intérieur de son corps pendant qu'il est magnétisé. Le mesmérisme devient une théorie politique dont la devise sera l'harmonie universelle. Plus que Marat, dans ses recherches sur l'électricité, Brissot, le révolutionnaire, manifeste son attachement au phénomène du magnétisme qu'il dit avoir été annoncé par Rousseau. Le magnétisme est un moyen de rapprocher les États, les riches et les pauvres, affirme-t-il dans sa profession de foi. Le magnétisme animal de Mesmer est l'idéal d'une parfaite transparence du corps social, mettant en contact la partie avec le tout, l'inférieur avec le supérieur, le monde avec l'univers, l'individu avec la masse, le mort avec le vivant, et par une sorte d'aimantation universelle, plongeant tous les êtres devenus transparents les uns les autres dans une seule et même extase. Brissot cite ces propos dans une lettre à son ami Lavater, un autre prophète de la transparence. Lavater est l'inventeur de la physiognomonie, où les traits du visage trahissent
le fort intérieur, l'intérieur expliqué par l'extérieur. Le visage est le miroir de l'âme, un miroir qui est même capable de catoptromancie, doué du pouvoir de révéler quel lien secret nous entretenons avec l'animal dont le darwinisme nous assurera plus tard que nous sommes le descendant. La fortune de cet homme au visage de verre sera multiple, elle devient la phrénologie, ou de l'art de connaître les facultés d'un individu en palpant les bosses de son crâne, et puis son terme provisoire sans doute, volonté de sonder le secret des consciences à travers le mur que la peau oppose à notre saisie, et ce sera la mise au point de l'anthropologie criminelle, c'est-à-dire des possibilités de distinguer les délinquants potentiels en étudiant les stigmata degenerationis, marqués dans leurs traits aussi sûrement que les caractères de la lettre écarlate dans la nouvelle de Nathaniel Hawthorne. Une voix dissonante dans cette union sacrée autour d'une transparence du corps social est celle du marquis de Sade. C'est dans la Nouvelle Justine, en 1800, qu'il écrit ces lignes. « Si Dieu a formé l'âme humaine, il l'a formée de quelque essence. C'est dans l'esprit ou dans la matière qu'il a puisé. Mais si l'âme a été formée de matière, elle ne peut être immortelle. Dieu, si vous voulez, a pu spiritualiser, diaphaniser de la matière jusqu'à la palpabilité, mais il ne peut la rendre immortelle, car ce qui eut un commencement doit nécessairement avoir une fin. Diaphanéiser la matière, faire de l'être humain et de ses mobiles et de ses transports et de son geste et de ses mots un milieu absolument transparent, en vérité, semble nous rappeler Sade, croire en la transparence de l'homme, c'est commettre un péché d'angélisme. Qui veut faire l'ange fait la bête. Et qui s'imagine que le magnétisme de l'harmonie universelle nous conduira au sommet de l'évolution des êtres organisés, voire à la perfection d'un être aussi lumineux qu'un ange, ne nous fait jamais rencontrer que la créature simiesque qui grimace à sa base. Ce que le toucher était au magnétisme de Mesmer, la vue le sera, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, la vue le sera au panoptique de Bentham. Cette machine de pierre, en 1786, deviendra, vous le savez, le prototype des machines carcérales, prisons de force et asiles de fous, mais aussi hôpitaux pour malheureux et écoles pour enfants. Partout où l'homme doit être à chaque instant de sa vie surveillé et puni. Nouveau fourrier d'une société policière, comme l'écrira Michel Foucault, Bentham résout là le problème de l'entière visibilité des corps, des individus, des choses, sous un regard centralisé, cet œil du pouvoir, comme on l'a dit, qui, isolé dans une tour centrale, peut plonger dans les cellules de tous les prisonniers, disposés de manière radiale, réalisant donc le fantasme d'un œil omnivoyant et omniscient. Plus un seul coin d'ombre, l'homme honnête n'a rien à cacher, et le méchant deviendra vertueux du fait même qu'il sera en quelque sorte placé sous le regard de Dieu. Quelle responsabilité Rousseau, qu'on a souvent cité aujourd'hui, tient-il dans ce récit de la transparence à l'obstacle? Rousseau garde la nostalgie de l'enfance. Quand, disait-il, les dieux lisaient dans nos cœurs, mais parvenus à l'âge d'homme, dans un temps abandonné des dieux, quelle est donc cette société dont il rêve? Une société transparente, à la fois visible et lisible en chacune de ses parties, sans zone aménagée par les privilèges du pouvoir ou par les prérogatives d'un corps, de sorte que chacun, du point qu'il occupe, puisse voir l'ensemble de la société, et de sorte qu'une société idéale n'aurait plus de représentants, mais où tout ce que le peuple a à faire, il le ferait par lui-même, chacun sous le regard de tous, et tous se connaissant mutuellement et s'entre-regardant. Le panoptique, de fait, n'est pas resté limité à l'univers particulier de la faute. Il a vite été étendu au monde entier, bons et méchants confondus, comme si la modernité était le monde entier devenu coupable. Le panoptique est devenu notre monde. Le premier à s'en être alarmé, c'est Dostoïevski, dans ses notes du sous-sol, à propos de la visite qu'il fait au Crystal Palace, bâti pour l'exposition universelle de Londres en 1851. La modernité occidentale avait été imaginée comme un palais de cristal,
une bulle protégée des aléas de l'histoire et des agressions extérieures, Dostoïevski est l'un des tout premiers à comprendre le devenir de la modernité lors de sa visite à cette immense serre de verre climatisée qui abritait 17 000 exposants et une foule immense venue s'y amuser. S'opposant à Tchernychevski, qui était socialiste, athée, féministe, utilitariste et utopiste, il réfute les thèses de son roman « Que faire ?», écrit en 1863, où il annonçait un homme nouveau qui, une fois la question sociale résolue, vivrait dans un pays communautaire de verre et de métal, dans un éternel printemps du consensus, pareil à l'harmonie universelle imaginée par Mesmer. Dostoïevski, tout à l'inverse, comprend vers quel horizon se dirige l'Occident, un immense intérieur climatisé, un habitacle protecteur, une grande couveuse immunitaire dans lequel l'individu renoncera à sa propre intériorité. En France, cependant, c'est un turiféraire du communisme et du spiritisme, un disciple de Mesmer et de Marx. Je veux parler d'André Breton, qui prétend en 1942 fonder un nouveau mythe des grands génies ancêtres des surréalistes qui circuleraient invisibles parmi nous et qu'il appellera les grands transparents. Il avait en 1919 commencé avec les champs magnétiques qui n'étaient pas déjà sans évoquer en effet un certain baquet mesmérien. Manquaient encore les spectres de la modernité. Je voudrais conclure en me fondant sur un sol plus ferme que celui des tableaux tournantes et des utopies totalitaires, celui des sciences dures. Grâce à l'imagerie par résonance magnétique, le corps de l'homme est devenu entièrement transparent. Il est désormais possible d'obtenir de lui des millions d'images tranchées, comme d'un feuilleté, les coupes d'une anatomie, les vaisseaux, les muscles, les tendons, les os et les organes, et bien sûr d'une investigation en profondeur qui peut aller jusqu'au cœur de la cellule. Cette transparence absolue du corps a commencé dans les années 30 à Dresde avec la création d'un homme de verre à travers la peau duquel on voyait les organes, les artères, les veines, les nerfs. Un exemplaire, je m'en souviens, était dans mon enfance présenté au Palais de la Découverte à Paris. Le chancelier Hitler avait été fasciné par cet homme transparent et ordonné qu'il fût reproduit dans toutes les écoles de l'État national-socialiste. Oui, c'est en effet admirable que ce corps cristallin, où plus rien ne reste dans l'ombre. Pourtant, quand il vous faudra aller chez un médecin, le praticien derrière son bureau ne se lèvera plus pour vous palper, vous ausculter, examiner votre peau, vous flairer, sonder à l'occasion d'un doigt indiscret vos entrailles. Moins encore verra-t-il au premier coup d'œil à votre teint, à la couleur de vos yeux, à la lourdeur de votre haleine, comme le médecin de Jules Romain, de quel mal secret vous souffrez. Votre corps réel ne l'intéressera pas plus que votre corps de verre. Transparent, votre corps est devenu invisible, une ombre parmi les ombres, et votre médecin n'osera pas plus le toucher qu'on ose porter la main sur des fantômes. Rappelez-vous, dans La Montagne magique, l'horreur de Hans Castorp à découvrir les poumons radiographiés de sa bien-aimée Claudia, réduite à une plaque de verre. Ainsi de l'être humain, ainsi de sa représentation. En histoire de l'art, on s'est longtemps servi de la projection de diapositives. J'ai connu un historien d'art qui n'avait jamais vu dévisu les tableaux dont il dissertait savamment la composition sur l'écran. Et aujourd'hui, la mode a été prise dans les musées de découper, d'éclairer violemment les tableaux sur des cimaises plongées dans la nuit, comme s'il s'agissait de diapositives. Il n'y a pas que le corps de l'homme à avoir disparu. Les œuvres d'art qui témoignent de sa présence sont aussi devenues virtuelles, transparentes. Conséquence ultime, entraînée par le mouvement, l'art a sombré à son tour dans le néant du conceptuel. À cela, et pour ne pas quitter la transparence et l'obscurité des corps matériels, puis-je préférer, pour terminer, un autre mystère qu'on a évoqué tout à l'heure aussi, que la science a baptisé le paradoxe d'Olbers.
Pourquoi le ciel nocturne est-il si noir alors qu'il est rempli de milliards d'étoiles qui sont chacune plus lumineuses que 1000 soleils? C'est Edgar Poe, en fait, le premier qui a posé cette question dans l'un de ses poèmes. Je vous remercie. Merci, chers confrères. La séance est levée.